Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M, la feuille de match, pas la F2M Toulouse, c'est l'habitude, désolé. C'est la feuille de match aujourd'hui qui va parler du foot amateur, messieurs, on vous l'avait prévu, on l'a fait, on a des acteurs locaux. On va pas parler du TFC, mais des acteurs toulousains aujourd'hui. Avec moi, on a une très belle équipe autour de la table, on a du monde, il y a des têtes que vous connaissez déjà, mais qui vont passer en tant qu'invités, non chroniqueurs. On va commencer déjà par présenter Nathan qui va animer cette émission avec moi. Nathan de la F2M, notre meilleur milieu de terrain de la F2M Toulouse. Comment ça va, Nathan? Merci, ça va, très bien. Bonjour à tous. On a les deux zouzous que vous connaissez, là, Mehdi et Vincent. Alors, Vincent, il va représenter le football FSGT et Mehdi le football FFF. Comment ça va, messieurs? Bonsoir, bonsoir, ça va très bien, merci pour l'invitation. Ça va, moi je sais pas trop où je me place entre la FSGT, chroniqueur FDM Toulouse, éducateur FFF, Ouais, je sais pas trop où aller quoi. va falloir t'adapter. C'est ça. En, Toujours sur le banc, hein. en FSGT, il y a une tête que vous connaissez déjà, c'est Maxime qui était déjà intervenu. Il va représenter la FSGT Passeport. Comment ça va, Max? Ça va, merci encore de l'invitation. Avec plaisir. Et pour le football FFF, on a deux protagonistes et un troisième va arriver juste après. On a Karim, Karim de la JS Cuneo, pardon. Comment ça va, Karim? Ça va, très bien, merci et vous. Ça va. Et Mika de Portée. Comment ça va, Mika? Eh bien, ça va. C'est un compliqué. On va dire que ça fait du bien de parler de foot. Ouais. On aura Thomas aussi, le coach de Cuneo des seniors qui va arriver en cours d'émission. Donc, le programme aujourd'hui, il est très, très simple. On a séparé en deux les deux fédérations. Donc, on aura une première partie sur la FSGT avec Vincent qui va nous parler du SNT, son club de cœur, entre guillemets, et Maxime qui va nous parler de l'antichambre du FNT, puisque c'est le foot à 11 FSGT avec Passeport. On aura 30-45 minutes autour de ça. Ils vont nous parler de toutes leurs difficultés ou pas d'ailleurs qu'ils ont eu durant cette année. C'est Nathan qui nous fera la petite interview des deux. Mehdi pourra peut-être intervenir apparemment parce qu'il est un petit peu partout. Et ensuite, on passera au côté FFF avec Mehdi qui est responsable catégorie U11 au Toulouse Métropole et adjoint U18. Karim qui est agent de développement sportif à Cuneo et Mickaël, coach R1 à Portée-sur-Garonne. Donc là, ce sera plus le côté FFF où on aura plein de questions à leur poser. Il va falloir qu'ils nous racontent comment ça s'est passé cette année. Voilà, messieurs, pour le programme de cette émission, il va être très, très riche en informations. On enchaîne avec la deuxième partie de cette émission spéciale sur le foot amateur. Et on a Thomas qui nous rejoint, le coach de la R3 de la JS Cuneo. Comment ça va, Thomas? Ça va très bien, je te remercie. Donc Thomas qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Donc là, on va passer sur le football FFF. Et on a quatre protagonistes avec nous. Donc Mehdi qui est au Toulouse Métropole, Mickaël au coach senior des R1 à Portée, Thomas, coach senior R3 Cuneo et Karim, agent de développement sportif à la JS Cuneo. Donc, on s'est intéressé tout à l'heure à la FSGT. Là, on va parler du foot FFF. Je pense qu'on ne va pas présenter le football FFF, messieurs. Ça devrait aller. Les gens qui nous suivent connaissent le football. Par contre, je vais vous demander à chacun de vous présenter un petit peu tour à tour, de dire dans quelle catégorie vous êtes et un petit peu votre parcours d'éducateur, enfin, comment vous êtes arrivé là. Et Mehdi, on va commencer par toi. Raconte-nous ton parcours et présente-toi. Moi, mon parcours, j'ai commencé à entraîner des jeunes parce que je l'ai demandé tout simplement il y a 5-6 ans, je ne sais plus exactement. Donc, j'ai très rapidement une équipe à 8. Ensuite, j'ai arrêté pour mes études. Et puis là, j'ai repris en tant que référent de la catégorie U10, U11 donc du Toulouse Métropole. Et aussi, parce que je voulais aussi découvrir en tant qu'éducateur le foot à 11 sans avoir une équipe à moi. J'étais adjoint sur les U18 R1 cette saison donc au club. Voilà. Et puis, normalement, l'année prochaine, je prends une équipe, moi, tout seul à 11. Ça sera les U15 du club. Voilà. Du Toulouse Super. Métropole, qui est un club récent. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas forcément. C'est un club qui date de 2016, de la réunion de deux clubs toulousains, de Toulouse-Saint-Jean et des Fontaines, et qui se base maintenant aux Argoulets principalement, et même que aux Argoulets la saison prochaine, je pense. Et je viens de l'apprendre d'ailleurs cette semaine, c'est le plus gros club de la région Occitanie en termes de licenciés apparemment, et ça serait même au niveau national dans les 50 plus gros nationaux.
Ouais, Ouais. donc, tu n'es pas dans un petit club, tu es dans une grande structure. 800, là, pratiquement 800, pratiquement 850 licenciés, je crois. Je ne sais plus, plus de 800 en tout cas. Ok. Mika, toi, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours et ton club rapidement? Parcours, je me suis un petit peu formé à devenir entraîneur au fur et à mesure que j'étais joueur. Donc avec les petites catégories de jeunes, j'ai tout fait, presque. Par rapport à les 17, donc, du coup j'ai fait l'école de foot. Après j'ai fait les moins de 9, parce que moi c'est les moins, ça fait les moins de 9, on 11. Puis après les moins de 13, les moins de 15, et après par les 17, j'ai eu les 19. Et après je suis arrivé, donc tout ça c'était plutôt sur mon club, on va dire formateur, Hoche, et ensuite apporté le club auquel je suis actuellement avec les 19, avec un passage sur l'équipe 3 pour remplacer quelqu'un qui était parti en même temps que les 19. Et l'équipe réserve pendant 2 ans et depuis cette année avec l'équipe première à la. Super, merci Mika. Thomas, toi, ton parcours et ton club. Oui, donc je suis entraîneur senior R3 à Cugnot cette année. Au niveau de mon parcours d'éducateur, j'ai commencé il y a très longtemps en région parisienne avec les U10, U12 et U13. Et après, quand je suis arrivé sur la région toulousaine, j'étais à Colomiers, donc j'ai fait pareil, école de foot, U7, U9, j'ai fait U14 et ensuite je me suis consacré à mon rôle de joueur. Et là, j'ai repris avec les 17 NAS et les 15 Honor League à Colomiers et les 19 U20 à Houston il y a 2 ans. Et là, je suis en senior à Cugnot pour cette saison. Super, merci Thomas. Karim, toi, tu n'es pas, tu n'es pas éducateur. Si tu es éducateur, tu vas nous en dire plus, mais tu es surtout agent de développement sportif au club de Cugnot. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça et aussi sur ton parcours? Parce que toi, tu as un joli parcours aussi. Ouais, j'ai appris à Thomas à casser des lignes. Il a progressé avec moi un petit peu. Ouais, j'ai été footballeur professionnel et donc ça fait 4-5 ans que je suis sur la région toulousaine maintenant. Donc voilà, en parallèle, j'ai passé un diplôme de management sportif pour avoir ce poste-là d'agent de développement sportif qui consiste un peu à développer un club aussi bien sportivement que financièrement. Donc, mes tâches elles sont larges au sein du club. Je gère un petit peu, enfin, je suis le responsable de la politique sportive du club et en relation au quotidien avec Thomas et Eric Tabourda, le directeur technique de Foot11. On essaie un peu de restructurer le club de Cugnot et de le remettre à sa place. Donc voilà, et concernant mon rôle d'éducateur, durant ma carrière, j'ai toujours fait un peu attention au fonctionnement et à la manière d'entraîner de mes coachs. Donc voilà, et puis voilà, l'année prochaine, je vais passer mon diplôme du BEF et voilà, pour après remplacer Thomas au sein de l'équipe 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que Karim est un joueur de Thomas. Donc Thomas coach Karim. Et Thomas et Mickaël Voilà, c'est passent ça. leur BE, Voilà. passent leur BE aussi cette année. Donc là, on a Non, franchement, voilà, une Thomas, belle c'est un brochette. ami et puis on s'entend super bien. On se chambre beaucoup. Donc voilà, maintenant, j'ai encore mon rôle de joueur et j'ai des objectifs encore sur le terrain à accomplir. Mais voilà, je prépare aussi un peu l'avenir. Avant qu'on enchaîne un peu sur tout ça, d'ailleurs, une petite question pour toi, Karim. C'est pas compliqué justement ce double statut d'être joueur et en même temps agent de développement sportif, d'avoir un rôle un peu prédominant dans ce club? Pour moi, personnellement, c'est pas compliqué parce que c'est mettre en pratique sur le terrain ce que j'essaie de mettre en place au club. Donc voilà, après, c'est clair qu'il y a eu certaines difficultés pour certains joueurs qui n'ont pas compris mon rôle en fait. Et quand je suis joueur, le patron, c'est Thomas, le boss, c'est Thomas. Celui qui décide, c'est Thomas. Après, voilà, moi, je suis sur le terrain. Mon rôle, c'est d'être bon et puis c'est tout, quoi. Voilà. Donc après, non. Pour moi, personnellement, non. Après, il y a eu c'est clair, ça a été un peu difficile à comprendre pour un ou deux, hein, pas tout le groupe. Mais donc voilà. Mais sinon, après, voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre dernièrement.
Messieurs, vous l'aurez compris, on a quelqu'un qui développe un club, on a 2 coachs régionaux, on a un coach de jeunes, on a une saison de football qui s'est arrêtée prématurément cette saison suite à la situation sanitaire du Covid. On a des saisons blanches qui ont été du coup c'était saison blanche pour tout le monde. Mais avant ces saisons blanches, messieurs, il y a eu quand même eu un passé, il y a quand même eu du sport, il y a eu des résultats. Où vous en étiez au niveau sportif? Mika, toi, à Porté, tu te trouvais où au moment, juste avant que tout s'arrête, au niveau sportif, comment tu te positionnais dans cette régionale 1? Je me positionnais plutôt sur une vague montante, même si ça peut faire rire certains comme toi. Non, réellement, on était sur. Moi, je suis quand même un jeune coach avec des joueurs qui, certains sont plus âgés que moi. Voilà. Donc, forcément, on avait un groupe assez jeune, un groupe assez nouveau, parce qu'on avait renouvelé 70% d'effectifs. Donc, on a eu un petit peu de difficulté à démarrer le championnat, parce qu'on mis à part la Coupe de France, mais qui pour moi sont à la fin des matchs de prépa, parce que les premiers tours on joue contre des équipes quand même qui sont assez basses. Donc, normalement, ça devrait être, on va dire, un tour supplémentaire pour nous. Mis à part ça, après, on a eu du mal en championnat avec 2 défaites sur les 2 premières journées à domicile. Et ensuite, une fois que ça a bien pris, que les joueurs ont aussi adhéré au projet et ont commencé à se connaître, on était plutôt bien, puisque depuis la 2e journée de championnat, que ce soit en coupe ou en championnat, on n'avait plus perdu. Donc on était plutôt bien et on était passé sur la première partie de tableau et pas si loin des 3 premières places qui étaient au fond de nous l'un des objectifs pour les joueurs qui sont toujours dans cette optique de compétition. Et l'objectif du club, c'était aussi les 3 premières places? Non, l'objectif du club, c'était juste d'arriver à se maintenir et à être, on va dire, un club qui compte à R1, parce que nous, ça fait que 3 ans qu'on est à R1, on n'avait jamais connu ce niveau-là avant. On est un petit, nous, Porté, voilà, quand je sais qu'on parle de Cugnot à côté, Cugnot, c'est quand même un emblématique de la couronne toulousaine, qui a connu le niveau bien supérieur que ce qu'il connaît actuellement. Et c'est pour ça que je suis content aussi que des clubs comme ça se restructurent, parce que ça le mérite. Voilà, aussi. J'ai été un joueur de Cugnot aussi, donc du coup, j'ai fait une petite année, donc ça me parle aussi. Mais voilà, nous, c'est vraiment devenir une place forte, on va dire. Voilà, que quand on parle de Porté, on ne parle pas juste d'un petit club qui a R1 qui va redescendre, mais plutôt d'un club qui le poil à gratter un petit peu de la R1. Donc l'objectif, c'était de faire mieux que l'année d'avant, et l'année d'avant, c'était aussi arrêté par le Covid, et grâce au Covid, pour nous, on était avant-dernier, donc on a été maintenu parce qu'il n'y a eu qu'une descente. Donc non, c'était vraiment faire le mieux avec ce qu'on avait. Donc, voilà. Thomas, la même question. En R3, la JS Cugnot, comment c'était sportivement avant l'arrêt des compétitions? Écoute, pour nous, on était plutôt bien, parce qu'on était leader ou ex-aequo, en sachant qu'on avait un match en retard. Donc, on avait fait un nul et 3 victoires. Donc, on était plutôt en bonne position, malgré un début de saison où il y a eu pas mal de mouvements, de changements, parce que je reprenais l'équipe, donc inévitablement il y avait une petite période d'adaptation par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'en coupe, on a été éliminé contre les Guevins au penalty chez nous au 3e tour. C'est dommage parce que je pense qu'on n'a pas forcément bien négocié ce match, mais même si on le perd au penalty, il nous manquait beaucoup de joueurs ce jour-là, mais peu importe, on aurait dû gagner. Mais à part ça, non, on était même sur les matchs amicaux qu'on avait pu faire contre des équipes supérieures, on avait su développer du jeu déjà, être assez solide défensivement et ça a commencé à ressembler à quelque chose, et c'est dommage que ça soit interrompu parce qu'on commençait vraiment à avoir une bonne homogénéité, une bonne cohésion et tactiquement on commençait à être en place. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Après, on s'est adapté, on a essayé de continuer à s'entraîner tant bien que mal, mais c'est dommage, c'est comme ça, faut s'adapter. Mehdi, toi, chez les jeunes, il n'y a pas trop de classement, mais on va rentrer maintenant dans le sujet. Peut-être avec les U18, oui. Oui, avec les U18, oui. 18, mais bon, je ne veux pas trop en parler parce que le début de saison a été cataclysmique. Voilà, l'objectif, c'était de jouer plutôt le haut de tableau. Et je crois qu'on a joué 6 matchs. Il y a eu 5 défaites et un seul match nul, le dernier. Et voilà, une élimination en coupe aussi au 3e tour de Gambardella.
au penalty face à Lourdes. Et voilà, bon, en fait, ça s'est arrêté au moment où on a réussi enfin à avoir tous les gamins du groupe là présents à l'entraînement et que ce qu'on voulait mettre en place, ben, ça allait démarrer. Donc, ça s'est arrêté à ce moment-là. Et voilà, et on n'a absolument rien pu mettre en place cette saison. Du coup, Mehdi, belle transition, super belle passe d'ess. Comment tu as géré ton groupe de jeunes du coup, suite à cet arrêt des compétitions? Comment tu as réussi à maintenir la motivation? Est-ce que tu as déjà continué les entraînements ou pas? Ouais, alors il y a deux choses vraiment complètement différentes parce que moi j'ai connu deux tranches d'âge différentes et je pense que peut-être que dans tous les clubs on a pu observer ça, c'est-à-dire que on va dire que sur les jeunes on a réussi à continuer les entraînements, le sans contact, etc. Tu peux mettre des jeux en place avec les tout petits sur une courte période, les petits venaient. Sur les grands ils sont venus au départ et puis après petit à petit en 18 ans il y a eu une démotivation et le sans contact et le fait pour eux, entre guillemets, de ne pas faire de vrai foot, ces gamins-là, parfois, surtout sur Toulouse, ils ont d'autres choses à faire. Et ça a été compliqué, très compliqué de les mobiliser. Voilà, surtout qu'on a tous espéré, je pense, reprendre au mois de janvier, que ça ne s'est pas fait. Et suite à ça, honnêtement, et jusqu'à maintenant, pour les mobiliser, les grands, ça a été très compliqué. Donc, on va dire que même au club, ça a été ça, 16, 17, 18, voilà, c'était plus compliqué, les U20 aussi. Par contre, en dessous, le taux de présence, honnêtement, il n'a absolument pas chuté. Et je pense que sur toutes les catégories, on a pratiquement 80-85% des gamins qui étaient là tout le temps chez les petits. Et ça, on a réussi à le maintenir, quoi. C'est un parallèle qu'il y a aussi à Cugno, Karim, ou pas? Des petits qui sont très présents et des grands qui commencent à déserter un petit peu? Ouais, c'est exactement la même chose. Nous, chez les jeunes, on a réussi à maintenir le taux de présence au niveau des entraînements. Chez les adolescents, ça a été un peu plus dur, notamment chez les 15, 16, 17 ans, là, où leur expliquer qu'on ne peut pas faire du foot normal, ben, ils ont du mal à l'entendre. Donc, ils préfèrent se retrouver ben, pour faire des matchs entre eux, entre guillemets. Donc voilà, après au niveau de l'équipe 1, nous, non, franchement, on a la chance d'avoir un coach qui nous propose des bonnes choses. Donc on a été. Non, mais c'est vrai, Camille, je suis sérieux de ce côté-là. Quand il fait des jeux dans la largeur, quand il fait des jeux dans la largeur, je lui dis, mais. Non, mais tu anticipes bien, et du coup, les seniors, du coup, comment ça se passe? Ah, le mec, il veut jeter titulaire, putain. Ah, mais Karim, du coup, toi qui es joueur, qu'est-ce qui te faisait venir aux entraînements avant qu'on interroge Thomas et Mika? J'ai pas envie de grossir, hein, j'ai envie de garder la forme. Et puis voilà, et on a des objectifs la saison prochaine. donc voilà, il fallait venir s'entraîner et ça passe par là. Et puis c'est toujours bien de se retrouver entre copains le samedi matin, dimanche matin, de s'entraîner. Donc le plaisir du foot, tout simplement, en premier lieu. Et dans l'équipe aussi, il y a eu là, c'est plus vers Thomas que je m'adresse. Dans l'équipe aussi, il y a tout le monde qui est là, qui est présent, ou il y a quand même 2-3 mecs qui ont bon? Non, il y a eu, pour répondre, il y a eu une très grande majorité. Enfin, honnêtement, il y a eu, je crois qu'on n'a jamais été en dessous de 12 ou 13 joueurs, que ce soit le samedi ou le dimanche. Et dernièrement, on était plus une vingtaine qu'une douzaine. Donc honnêtement, ça a très bien répondu. Après, il y a toujours on ne peut pas obliger les gens à venir, surtout le matin à 6 heures. Il y avait une histoire de créneau aussi à respecter. Et on a essayé avec les joueurs, donc ça ne vient pas que de moi, mais avec les joueurs de mettre en place, on va dire, toujours le plaisir de se retrouver autour d'un petit déj, parce que c'est pas forcément facile de se lever un dimanche matin, mais et pourtant il a fait un temps vraiment dégueulasse certains week-ends. Mais il y avait franchement un très bon taux de présence. Après, on espère toujours être une vingtaine, mais il y avait quelques blessés. Donc non, là-dessus, on est très content parce que ça a permis de garder le lien au-delà de l'aspect footballistique pur. Donc ça, c'était très important. Et comme on peut en discuter régulièrement avec Mika quand on joue au BEF, quand on est coach senior, on ne coach pas une catégorie de jeunes où on aura un autre groupe l'année d'après, mais on est en responsabilité d'un groupe qui a envie d'avoir des objectifs sur une ou plusieurs saisons. Donc moi, je vais retrouver une très grande partie de mon groupe la saison prochaine. Donc, c'était aussi continuer à travailler le projet de jeu, tant bien que mal, en s'adaptant aux consignes sanitaires.
Et ça, c'est vrai que les joueurs ont répondu. Et même dernièrement, ça devient même intéressant, même sans contact. J'interdis les contacts, donc je peux sur des interceptions du jeu, mais sans contact. Et franchement, les joueurs, ils s'adaptent bien et ils répondent bien parce qu'ils ont envie de toucher du ballon, quoi, tout simplement, même si on fait beaucoup de gammes techniques aussi. Mais voilà, on essaie de fidéliser comme ça, mais surtout, comment dire, la cohésion, l'envie de se retrouver, de chambrer, de rigoler et mettre de l'intensité et pas venir pour rien. Voilà. Mika, Thomas, il a un petit peu parlé de ça, des conditions sanitaires, s'adapter à des horaires, parce qu'on a eu des couvre-feux aussi, des choses inhabituelles dans notre société, enfin qu'on n'a pas connues, nous, on n'a pas vécu des temps de guerre. Donc, devoir aussi réadapter ses programmes, réadapter ses entraînements. Est-ce que toi, déjà en tant que coach, tu as réussi à te réadapter? Est-ce qu'en termes de présence, comme Cugno, tu as eu du monde ou c'était peut-être un peu plus difficile? Comment tu as géré toute cette situation? En termes de coach, on va dire que si voilà, je sais qu'il y a Thomas et puis Karim aussi, il est quand même là-dessus, Mehdi est pareil. Voilà, quand on est coach, on est passionné, donc on s'adapte. On s'adapte, on trouve toujours quelque chose. Je pense que réellement, la plupart ont envie et ils vont essayer de trouver des choses, que ce soit voilà, des gammes techniques, des choses, des petits défis. Enfin, voilà, le fait de se brancher, il parle beaucoup de convivialité. Thomas, c'est exactement ça. Par contre, moi, contrairement à Cugno, et je sais qu'on en a parlé, moi, le taux de présence, il a été catastrophique par, par mon groupe 1, on va dire, parce que moi, je me suis retrouvé à prendre le groupe 1 réserve et U20 sur la fin pour essayer d'avoir un nombre suffisant. J'avais entre 13 et 18, 19 joueurs max en entraînement. Et j'ai proposé le samedi matin, j'ai proposé le samedi après-midi, j'ai proposé le dimanche matin. J'ai proposé le dimanche après-midi, j'ai proposé des créneaux différents, j'ai proposé de boire un petit jus en amont. Après, nous, forcément, nous, on était dehors, parce qu'on n'a pas le clubhouse qui était ouvert, ou voilà, pas de lieu pour pouvoir se changer, ou au moins discuter, prendre un café, quoi que ce soit, parce que nous, la collectivité avait tout fermé et on n'avait pas la possibilité d'y être. Donc, forcément, les joueurs arrivaient en tenue. On a la chance aussi d'avoir un synthétique, donc sur la période un peu délicate, on se fait directement sur synthétique, donc pas que les joueurs soient pourris et puissent rentrer dans leur voiture facilement, parce qu'il n'y a pas à prendre de douche aussi, faut quand même le prendre en compte. Donc réellement, c'était très compliqué. Après, les joueurs, moi, certains m'ont clairement dit que voilà, se retrouver, c'est bien, mais se retrouver de façon différente, en faisant des matchs sur d'autres lieux que notre stade, entre eux, et ensuite, pour moi, ben, ça me permet aussi de voir quels sont les mordus de foot. Voilà, pour la saison prochaine, quand on hésite sur un ou deux joueurs, forcément, mais ça aide aussi cette période. Après, pour les autres, il y en a qui m'ont clairement appelé en me disant, écoute, moi, je travaille toute la semaine, il y a le couvre-feu, tout ça. Voilà, s'il n'y a pas de compète, j'ai pas trop envie de venir le samedi après-midi pendant 2 heures et j'ai mes gosses à m'occuper, ou alors, ben, voilà, j'ai envie de voir mes potes, ou de voir ma copine, ou ma femme, ben, voilà, en fonction de la situation personnelle de chacun. Donc, moi, ça a été très compliqué, surtout l'aspect psychologique, et c'est ce qui va être le plus délicat, je pense. En tout cas, là, sur cette période-là parce qu'on est déjà en train de préparer la saison prochaine, donc Mais c'est cette période-là qui a été compliquée. justement, par rapport à la saison prochaine, est-ce que cette période et aussi les retours, on va dire, que tu as eu, ça t'a permis, pardon, de préparer l'année prochaine, peut-être de garder ou non certains joueurs, je ne sais pas, ou peut-être d'avoir une mentalité de certains que tu n'avais pas repérés et que là, qui sont découverts ou non, ou pas du tout, tu mets cette période vraiment entre parenthèses qui est très délicate, très particulière et tu jugeras vraiment plus sur le terrain et tout le monde aura sa chance. Voilà, c'est un mix des deux. On va dire pour les joueurs qui étaient un petit peu en ballottage défavorable pour moi par rapport à la saison prochaine, par rapport à ce qu'ils avaient montré, forcément, j'ai pas envie de repartir avec eux. Faut être clair. Quand la personne, parce que j'ai quand même gardé le contact, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas le terrain, moi chaque semaine, je m'obligeais à prendre des nouvelles de chaque joueur. Et vu que j'avais pris la solution de prendre un groupe très élargi au niveau de la prépa et de garder ce groupe 1 très élargi pendant la saison, même si après, au fur et à mesure de la saison, il y en a qui sont descendus de la réserve. J'ai gardé le contact et le lien social avec tous par message ou par appel. Donc voilà, ou par visio, parce qu'on essaie de mettre en place des séances visio, parce que le confinement a été quand même différent. Voilà, ça paraît de couvre-feu, mais il y a aussi la période où on n'a plus du tout pu s'entraîner, voilà, sur la période de novembre, où c'était très compliqué.
Donc, oui, sur certains, oui. Après, non, forcément, psychologiquement, c'est une période très compliquée que personne n'a vécu. Chacun peut euh, l'avoir vécu différemment et forcément, tout le monde va avoir les cartes pour l'année prochaine et se battre. Mais inconsciemment, sur certains, ça fera défaut. C'est une situation qui est très particulière. L'arrêt du foot, comme ça a été rarement réalisé. Peut-être en temps de guerre ou pas, mais dans notre période récente, c'était rare qu'un arrêt total. Vous êtes tous des clubs amateurs, donc non professionnels, avec des revenus qui sont minimes, hein, qui sont surtout des licenciés, etc. Là, je vais m'adresser d'abord peut-être plus à Karim, mais sur un club amateur comme la JS Cugno, quel impact financier cette période du Covid a pu avoir? Est-ce que ça va, ils vont s'en sortir ou ça fait vraiment c'est un lourd impact, il va y avoir du déficit, il va falloir rattraper sur les prochaines années. Enfin, comment Cugno a essayé de gérer tout ça et comment un club amateur a essayé de rebondir face à cette crise? Bon, pour nous, pour le club de Cugno, on s'en sort, on va dire, plutôt bien, même si on espérait commencer cette année à développer un peu plus financièrement le club avec l'apport de nouveaux partenaires. Donc déjà, de ce côté-là, ça a été très difficile et c'est très difficile de démarcher des partenaires qui, eux aussi, sont dans des situations un peu délicates. Ouais. Après, nous, financièrement au club, on a un budget qui est restreint, mais on ne fait pas de folie. Donc, ça nous permet d'envisager l'avenir dans de bons termes. Et donc, voilà. Après, on a eu la possibilité de faire l'Amadeus en début de saison. On a la possibilité de faire des stages foot-vacances. Ce sont des petites rentrées d'argent, mais qui permettent d'envisager l'avenir, d'être bien pour l'avenir. Ouais, parce qu'il y a un manque à gagner, hein. Une simple buvette lors d'un match senior ou même d'une après-midi, d'un week-end, il y a des matchs à Certes, domicile, ouais, il y a une perte. Et là, je m'adresse à toi quand même, et je c'est pense aussi ça. à Mika à Porté ou Mehdi C'est ça. Toulouse Métropole. On a quand même une perte qui est un peu partout et c'est compliqué de rebondir aussi avec Au tout ça. niveau financier, c'est clair que tous les clubs, ça va être très difficile pour tous les clubs. Après, nous, nos joueurs de l'équipe 1 ne sont pas rémunérés. Donc, on n'a pas de problème de trésorerie de ce côté-là. En termes d'éducateurs, on a la stratégie de rémunérer seulement les éducateurs qui sont diplômés. Et donc, on ne fait pas n'importe quoi avec l'argent du club. Et voilà, Et maintenant, encore plus avec la situation c'est actuelle. clair que ce n'est pas facile. Exactement, exactement. Mika, toi, bon, je sais que tu es coach AR1, mais tu fais un peu partie aussi du bureau à Porté, tu as double casquette sur certains points. Bon, tu ne gères pas la trésorerie, hein, c'est pas ce que je veux dire non plus, mais tu connais un peu le contexte du club. Est-ce que financièrement, la crise a vraiment impacté ou Porté va aussi pouvoir s'en sortir ou ça va être peut-être compliqué? Non, je pense qu'après, Karim, il a soulevé certains points qui sont quand même très importants. C'est le fait de savoir s'il y a beaucoup de sorties d'argent dans le club. Les éducateurs, les joueurs, sont des sorties importantes pour les clubs. Et forcément, voilà, tout à l'heure, tu parlais de rentrée, il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de sorties non plus. Et en plus, Exact. voilà, il y a aussi, on attend aussi de savoir ce que la FFF va faire, mais normalement, il va y avoir un remboursement de la saison. Mais Saison justement, blanche, je veux dire. Donc forcément, nous, on n'a aucun joueur de rémunéré non plus. Il n'y a que les primes de match. Donc forcément, s'il n'y a pas de match, il n'y a pas de prime de match, il n'y a pas de prime de match, il n'y a pas de sortie d'argent. Donc réellement, voilà, les éducateurs au club sont rémunérés en fonction aussi de leur diplôme. Après, il y a eu beaucoup de temps où ils ne sont pas venus. Après, ça a été au prorata. Certains qui font 2-3 entraînements semaine n'en faire qu'un, mais forcément, après, la rémunération est différente. Et après, il n'y a qu'un contrat au niveau du club, c'est le mien. Parce qu'on a une obligation, quand on est en R1, d'avoir le coach qui a un contrat en CDI. Donc, à part moi, et puis, moi, c'est du chômage partiel. Donc, forcément, c'est aussi une sortie qui n'est pas financée par le club. En soi, j'ai envie de dire que pour les clubs qui étaient en difficulté et qui n'avaient pas de sortie d'argent, on va dire mensuelle, les clubs vont plutôt bien s'en sortir. En fait, ça va être le contraire. Je pense que ça va plutôt être un truc. Après, la difficulté, ça va être de développer les clubs, comme l'a dit Karim, aller chercher des sponsors ou alors de développer les sponsors que l'on a actuellement ou les pérenniser pour certains, parce qu'il y en a qui sont dans des situations financières très compliquées. Ça, par contre, ça va être plus difficile et je pense pendant plusieurs saisons. tu as parlé de la FFF.
tout à l'heure, on avait Max et Vincent qui nous a fait une belle déclaration à la FSGT qui, lui, se sentait soutenu, enfin, les deux se sentaient soutenus par leur fédération. Est-ce que vous vous sentez soutenu par la Fédé? Est-ce que vous avez vu des points positifs lors de cette situation ou alors, au contraire, c'était un petit peu compliqué? Ouais, on entendait tout et son contraire le lendemain, donc on était un peu perdus, sans te mentir. Te dire qu'on a eu un soutien particulier de la FFF au quotidien ou non, non, non. Franchement, nous, on a géré le club comme on a pu. On a essayé de maintenir les activités comme on pouvait. On faisait le forcing auprès de la municipalité pour au moins garder les installations ouvertes et maintenir une activité même sans contact, ne serait-ce que pour les petits. Donc, on a essayé de jouer un rôle social durant cette période, mais après, te dire que la fédération nous a soutenus, nous a aidés ou… Non, pour ma part, non. Après, ils mettaient à disposition des webinaires ou des réunions, mais qui tombaient généralement pendant les horaires d'entraînement où on n'avait pas le temps d'y assister. Donc, moi, personnellement, je ne pourrais pas dire que la Fédé nous a réellement soutenus durant cette période. Mehdi, avant d'aller voir nos deux coachs, toi, chez les jeunes ou dans le club, est-ce que tu as eu des ressentis positifs ou négatifs? Par rapport à ce qu'on a mis en place durant les… Et par rapport à la Fédé aussi, les contraintes de la Fédé, on y viendra peut-être un petit peu plus après, mais les contraintes de la Fédé par rapport aux entraînements aussi sur les jeunes, parce qu'on est passé d'entraînement sans contact, dans un sport de contact, donc réadapter ses séances. Est-ce que tu trouvais ça cohérent ou… Encore une fois, pour moi, qui ai vécu les deux cette année, il y a deux sons de cloche. Les petits et les parents des petits, ça n'a pas forcément dérangé. On s'est adapté. On a pu faire des choses ludiques. C'est plus facile de faire des choses ludiques avec eux. Hein. Pas des conneries, des foot pétanque, des choses comme ça, quoi. On a essayé de le faire avec les grands. Bon, c'est plus compliqué. Et voilà, les grands, ils ont moins bien compris, moins bien suivi de toute manière. Et avec eux, ça a été beaucoup plus dur de mettre des choses en place. Après, les petits, honnêtement, il y a eu pratiquement zéro souci. Après, c'est sûr que c'est dur parfois naturellement, ils y vont, quoi. Ils vont au contact et après, il ne faut pas non plus tomber dans la parano complètement. Et s'il y en a un de temps en temps sur un jeu, bon, ben voilà, quoi, ça arrive. On essaye de limiter au maximum, bien entendu, mais voilà. Honnêtement, les petits, il y a eu zéro souci là-dessus. Évidemment qu'il leur tâte de rejouer, de faire des matchs et à tout le monde, de toute façon. Mais eux, honnêtement, je pense qu'ils l'ont très bien vécu et voilà, les grands, absolument pas. C'est tout le contraire de ce que je suis en train de dire pour les petits. Et même pour adapter les séances, et honnêtement, on s'est fait chier avec l'éducateur avec moi, là, qui est le BMF, qui était avec moi. Je peux vous dire que lui, il s'est frituré la tête, trouver des nouveaux trucs, créer de nombreux exercices. Mais la motivation n'est pas venue. Il n'est pas venu et lui, au bout d'un moment, ben, là, depuis un petit moment, il a un petit peu lâché, quoi, parce qu'il y a eu zéro retour. Et voilà, en plus, bon, son avenir ne sera pas forcément au club. Mais voilà. Tu penses qu'il y aura une perte générale chez les jeunes, toi qui es en tant qu'éducateur? Tu penses qu'il y en a qui vont re-signer ou il y en a qui vont abandonner, même des jeunes? En plus des U18, c'est vraiment une catégorie où tu peux très vite, en plus, vite partir à côté avec les copains, les copines, les soirées, les machins. Est-ce que tu penses qu'il y aura des retours négatifs? C'est la catégorie la plus bâtarde parce que tu peux commencer à jouer en senior l'année d'après. Peut-être que d'ailleurs Porté, Cugnot en récupéreront, j'en sais rien. Parce qu'il y a quelques bons gamins, ils jouent en U18 terrain, donc il y a forcément des bons Je laisserai ton numéro après, t'inquiète pas. Ouais, et en fait, c'est très bizarre parce que donc l'année prochaine, soit ils sont en U20, soit ils sont en senior. Sauf qu'il y en a la plupart, évidemment, surtout au niveau R1, qui pensent qu'ils vont directement jouer en senior et donc au plus haut niveau régional. Il y en a qui peuvent, très peu d'ailleurs, mais il y en a qui pourront. Mais voilà, et du coup, pour les garder, en sachant que c'est impossible pour un club qui a deux équipes, un R1 et un R2, de mettre tout le groupe, tous ces gamins à ce niveau-là, quoi. Donc, le projet, c'est plutôt de les mettre en U20 et de temps en temps aller jouer avec la 3, voir un peu ce que c'est les seniors, de prendre des vrais coups, de jouer contre des adultes, etc. Et ça, à mon avis, je pense qu'il y en a beaucoup qu'on perdra à cause de ça. Et bon, ben, ils iront jouer ailleurs, ils iront tenter leur truc ailleurs. Et c'est sur Toulouse, malheureusement aussi, ce n'est pas les sollicitations qui manquent. Et sur ces catégories-là, honnêtement, c'est très compliqué. Aujourd'hui, je suis incapable de dire sur les 35 gamins qu'on avait en U18 combien on en aura l'année prochaine. Impossible. Honnêtement, je suis
comme ça, je dirais, à vue de nez, je dirais un quart peut-être qu'on gardera, mais pas plus. Voilà. Après, il y a aussi la saison qui a fait ça. Je pense que s'il y en avait été au bout, on en aurait gardé beaucoup plus. Et la situation a fait que. Mais voilà, donc c'est assez compliqué. Et ensuite, sur les petits, tout le monde repartira. J'espère qu'on en aura d'autres parce que, notamment moi, je vais créer une équipe en plus en U15. Donc j'espère qu'il y aura des gamins qui vont venir. Et voilà. Donc on verra bien tout ça. Vous partagez ça pour les coachs seniors? Thomas, tu partages ce sentiment ou pas? Ou chez les grands, vous, comme tu disais, il y a plus un projet club sur plusieurs années et plusieurs saisons et que du coup, peut-être que la plupart vont rester. Ouais, c'est délicat. Après, pour ma part, j'ai déjà fait les entretiens là, de fin de saison avec les joueurs. Donc, il y en a un qui arrête de jouer parce qu'il se consacre à son univers professionnel. Après, le reste, très franchement, ils sont pas dégoûtés du foot, même ils sont en demande de compétition parce qu'il y a beaucoup de joueurs, et heureusement qu'à Cugno, on a beaucoup de joueurs qui aiment vraiment le foot. Après, on en a quelques-uns qui sont pas venus d'ailleurs et qui sont plus amoureux de la compétition que du sport en lui-même. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est très peu. Après, nous, on perd personne parce qu'on a essayé de fidéliser et de mettre en place des choses pour que ça ressemble à un vrai club, au-delà d'être d'une équipe. Mais franchement, c'est délicat parce qu'on se rend compte que plus on monte et peut-être qu'en R1, l'exigence elle est encore un peu plus importante, même si on essaie d'en mettre même à notre niveau en R3. Parce qu'on a des ambitions. Donc, inévitablement, la question va se poser entre est-ce que je vais au foot ou est-ce que je reste avec la famille? Parce qu'en plus, là, ça donne des mauvaises habitudes aux familles de rester à la maison le soir. Et donc, le week-end, après, nous, on s'entraîne le samedi, dimanche matin, sauf en ce moment, mais pour essayer de ne pas trop couper les journées. Mais c'est vrai que je pense que ça va être délicat pour certaines équipes, certains clubs de remettre la machine en route parce qu'il y a des gens qui sont habitués à vivre sans foot en fait. Et ça risque d'être compliqué. Mais d'ailleurs, comment remettre la machine en route? Ça, c'est une vraie question aussi. Est-ce que du coup, peut-être que cette situation actuelle ne pourrait pas nous permettre d'essayer de réfléchir à un autre système, à une autre reprise ou peut-être d'autres choses? Oui. Camille, sur ce que disait Thomas, ils sont pas forcément, enfin peut-être pour les seniors, mais pour les jeunes, ils sont pas habitués à jouer sans foot. Ils ont joué un autre foot et ils sont habitués à un autre foot, la plupart. Et pour les récupérer, je sais pas, honnêtement, je sais pas comment on va faire quoi. Ça va être compliqué. Je pense que pour beaucoup de clubs, ça va être compliqué là-dessus parce qu'ils ont tous continué à jouer. Oui, oui. À continuer à jouer avec les contacts. Et avec contact, on les a tous vus, les gamins, quand on allait se balader, etc., au bord des terrains, ils allaient avec leur ballon, ils faisaient des matchs 7 contre 5, voire même des fois 11 contre 11, mais sans le club, quoi. Comme ça, entre potes. Et ils ont continué à faire ça. Donc, eux, il y a eu ce lien-là quand même avec le foot. Ils ont commencé parce qu'ils ont le plaisir du jeu, ils ont envie de jouer. Et c'est ce côté-là qui leur manquait en club, quoi. Et le club n'arrive plus. Certains sont partis même. Hein. Certains sont partis vers ce football-là. Ils étaient en club, ils sont allés vers là. Leur proposer ça. Donc, ils sont allés le faire eux-mêmes ailleurs, tout simplement. Est-ce qu'ils vont revenir? Ça, c'est quand même une grande question. Du coup, je voulais revenir sur comment on va faire cette reprise. Quelles solutions on peut apporter? Est-ce qu'on peut voir peut-être le football différemment? Mika, toi, est-ce que tu aimerais voir un nouveau football à la reprise ou apprendre des erreurs du Covid ou des bienfaits, malfaits du Covid, je ne sais pas. Mais pour toi, on doit reprendre comme ça avec, au bout de 3 mois, peut-être avoir une saison blanche chaque saison ou pas? Après, comment tu vois le nouveau football, Mika? Elle est là la question. Comment tu vois tout changer, c'est compliqué. Après, pour moi, ça fait déjà depuis très longtemps que je trouve que on est dans le football amateur et concilier les deux amateurs, surtout chez les seniors où on travaille, on est une vie de famille, tout ça, je trouve ça très compliqué. Et pour moi, la solution que moi j'espère depuis longtemps, c'est de décaler les saisons. Nous, on est calé sur le football professionnel avec des reprises en plein été, où c'est les seules vacances et les seules grandes vacances de nos gamins et aussi du coup de nous, des humains, quoi, où c'est les seules vacances parfois obligées dans certaines entreprises, où ça ferme. Et pour moi, en fait, c'est peut-être décaler la saison. Je sais, je l'ai fait pendant longtemps.
Et j'étais très content de ça parce que j'étais passionné de foot. Où je reprenais en juillet et on attaquait la saison fin août ou début septembre. Mais pour moi, c'est aberrant en fait. C'est aberrant par rapport au contexte dans lequel on vit et pour lequel on vit au quotidien en plus. Donc, pour moi, la solution, ça serait de décaler et j'aimerais qu'on se serve un petit peu de ça pour dire, écoutons-nous, écoutons ce qu'ils ont à dire et puis décalons ça, mettons en place des saisons qui vont de septembre, avec une reprise, mi-août pour la préparation avec des matchs qui se font que sur septembre et pas début septembre pour la plupart, voire même avant pour les nationales propres. Décalons un petit peu et allons jusqu'à fin juin parce que c'est la période qui est plaisante pour beaucoup, qui fait beau, tout le monde est un peu plus heureux et peut venir voir des matchs plus facilement. On peut organiser aussi des moments plus conviviaux et c'est aussi le rôle du football amateur de créer ces moments-là, de créer de la cohésion. Le foot, c'est le partage, c'est le sport collectif. Donc réellement, c'est ça que moi j'espère que la FFF va se rendre compte qu'il y a une cassure entre le monde professionnel et le monde amateur. Après, à réfléchir pour le monde semi-professionnel, semi-amateur, comme on a envie de l'appeler, on voit le faire comme on a envie. Mais moi, voilà, il y aurait cette solution-là, je pense, à creuser et à amener parce que pour les parents, pour les joueurs et pour que ce soit seniors ou jeunes, c'est quelque chose de plus intéressant à vivre au lieu d'avoir des mois pendant la saison où on joue pas pendant 2-3 matchs, 2-3 week-ends d'affilée, on fait tout. Et puis après, quand il y a des matchs en retard, on sait très bien qu'il y a toujours des solutions. Parce que là, pendant le mois du Covid, on pensait même à faire des saisons super resserrées sur 2 mois de compète avec des matchs tous les week-ends ou même des matchs en semaine en fonction de si on est au département ou en région, si on n'est pas très loin. Donc, je pense que c'est qu'une envie et une organisation. Après, Tu m'arrêtes si je me trompe, Mika. Il voulait l'ambition de la FFF, si elle devait y avoir reprise, c'était de faire des sortes de play-off, play-in, on va dire, avec une poule de 14. Les 7 premiers vont s'affronter en play-off et les 7 derniers en play-down. Et on comptait que les matchs allés, c'est ça? il y a tout eu. Il y a eu, on fait le championnat et on va jusqu'au maximum de la journée. Et puis après, on fait au prorata du nombre de journées jouées. Après, il y a eu le côté, comme tu viens de dire, play-down et play-off, où les 7 premiers s'affrontent et c'est le championnat. Il y a eu aussi, on prend aujourd'hui ce qu'il y a et puis on fait un style de coupe avec des éliminations directes pour voir qui est champion. Donc, il y a eu tout qui a été imaginé. Donc, forcément, c'est-à-dire que les grands noms de la Fédé se sont crevés la tête pour voir comment pouvoir repartir. Mais c'était surtout, je pense, d'un point de vue financier pour ne pas avoir une saison blanche et à remplir tous les clubs possibles. En fait, c'est ma vision aussi de ce que peut être la FFF parfois sur le football amateur. Est-ce que vous partagez l'avis de Mika, Karim, Thomas ou Mehdi, ou vous avez quelque chose à voulez rebondir par rapport à ça? Ouais, moi je le rejoins tout à fait sur ce qu'il propose. Ça peut être intéressant. C'est clair que le calendrier, comme il est proposé dans le football amateur, calqué sur le football professionnel, c'est pas facile à gérer. Après, voilà, on s'est rendu compte que pour la Coupe de France, là dernièrement, entre guillemets, on s'en foutait un petit peu du football amateur. On a fait reprendre les clubs en Coupe de France, même si ça faisait 2-3 mois qu'ils ne s'entraînaient plus. Ils ont été prévenus 10 jours à l'avance. Donc, voilà, je trouve ça dommage un petit peu, parce que sans football amateur, il n'y a pas de football professionnel. Et donc, voilà. Mais c'est clair que la proposition de Michael, elle est intéressante. Et après, pour ce qui est du football, entre guillemets, du renouveau, remettre la convivialité, la bonne ambiance, les valeurs essentielles à la bonne tenue d'une association, je pense que c'est ce qui va permettre au football amateur de s'en sortir, quoi. Donc, voilà un petit peu. Ouais, c'est compliqué. C'est vrai que la Coupe de France, on ne l'a pas évoqué. Je pense qu'on pourra avoir 4 heures d'émission si on veut parler de la FFF et de tous les délires qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait. Mais c'est vrai que cette Coupe de France a été un petit peu scandaleuse. Malheureusement, j'ai que des éliminés prématurés là, avec moi ce soir. Mais si l'un de vous était encore qualifié, on vous dit que tiens, dans 10 jours, vous devez reprendre et jouer un 8e de finale contre je ne sais qui. Comment vous l'aurez pris? Vous aurez quand même continué, vous serez acharné dessus ou vous aurez peut-être un petit peu gueulé? Thomas, toi, tu aurais vécu ça comment? Enfin, en te mettant à la place de ces clubs, comment tu aurais réagi en tant que coach? Sachant qu'on reste sur du foot amateur et qu'on n'est pas des pros et que les mecs bossent aussi, qu'on ont des calendriers, Bien sûr. etc. Non, après, il y a 2 choses. La première chose, c'est la compétition. Donc, honnêtement, moi, j'aurais joué. On en a même discuté au club là, quand ça s'est passé.
Moi, j'aurais joué, ça c'est sûr. En tout cas, j'aurais tout fait pour jouer, tout fait pour être en forme, un minimum. Même si il y a une deuxième chose, c'est l'injustice. C'est qu'il y a des clubs qui sont retrouvés à 15 jours avant, même pas, je crois que c'était une semaine ou 10 jours avant, et on leur a dit, ben, dans 10 jours, tu joues un 32e ou un 16e de finale. Ça, c'est proprement inadmissible. Mais c'est vrai que ça doit donner peut-être une force supplémentaire, et la preuve en est, il y a un club de N2 qui est en demi-finale de Coupe de France. On est bas. Donc ça veut dire aussi que voilà, il y a pas. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de clubs maintenant au niveau N2, N3 qui se préparent très bien et qui ressemblent plus à des clubs pro qu'à des clubs amateurs ou semi-pro, parce qu'il y a quand même beaucoup de clubs en France, et pas forcément sur la région toulousaine, mais en France, et j'en connais dans quelques régions qui ont des budgets pour financer des joueurs qui font que ça. Donc inévitablement, les surprises, c'est plus trop des surprises en fait. Ouais, ces dernières années, on a un resserrement du football amateur et du football pro. Ouais. Mais de toute façon, ben là, j'ai lu un truc là cette semaine qu'ils allaient mettre en place une Ligue 3, donc une troisième division complètement professionnelle. Et je pense que ben voilà, peut-être à terme, dans quelques années, même la N2 pourrait ambitionner d'être pro ou semi-pro, parce que c'est très compliqué de jouer en N2 et d'avoir une profession à côté. C'est quasiment impossible avec les déplacements, avec l'investissement, l'entraînement. C'est presque impossible. Donc c'est là où on va toucher au portefeuille de la Fédé, au portefeuille des clubs, des partenaires également. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais après, sur ce qu'a dit Mika tout à l'heure, ouais, bon, on en avait discuté tous les deux ensemble, mais c'est clair que jouer au mois de juin, ça semble logique pour des amateurs et pas reprendre début août ou mi-août. Bah, voilà, après, c'est une logique. Mais même jouer jusqu'au 15 juillet, hein, à la limite, mais pas reprendre en août, parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont en vacances en août parce que les entreprises ferment ou autres. Donc, juste avoir un peu de logique. Voilà, c'est tout ce qu'on leur demande. Mois de juillet, c'est pas incohérent. L'école va jusqu'au 5-6 juillet. Ouais, tout à fait, donc, tu fais les finales de coupe, on va dire, amateur la première semaine de juillet. Enfin, je veux dire, c'est cohérent. C'est clair. C'est clair. Et d'autant plus qu'on joue souvent au mois de janvier sur des terrains catastrophiques. Donc, et il fait très froid. Donc, non, après, voilà, il y a plein de choses. Mais Mika, ouais, bah oui, il était là. Il y a le DTR, directeur technique régional, qui est passé au BEF la dernière semaine et qui nous parlait justement du calendrier. Donc, il a dit des choses intéressantes et je pense qu'ils vont plus dans ce sens maintenant, d'être un peu plus logique et de se servir du Covid pour peut-être adapter notamment la Coupe de France, qui reste un petit peu le point nord du début de saison, parce qu'ils ne savent jamais où la mettre, mais recommencer les championnats peut-être un peu plus tard, mi-septembre ou même fin septembre, et quitte à jouer plus longtemps sur mai et juin. Voilà, parce que pour en avoir fait quelques-unes des saisons, déjà à fin avril, il reste un ou deux matchs. La saison elle est quasiment terminée, alors qu'il reste 2 mois où il fait beau, où il fait bon. Surtout que ces périodes chez les jeunes, par exemple, c'est souvent les périodes de tournois, etc. Donc ça continue de jouer. Donc tu pourrais très bien aussi continuer de jouer avec les seniors. Tu as parlé du BE, on va finir sur ça. C'était une belle transition. On va finir sur ça. Donc le BE qui est un diplôme, plus haut diplôme, on va dire, pour entraîner dans un niveau amateur. Vous êtes tous les deux inscrits cette année. Comment ça se passe déjà pour vous et comment ça s'est déroulé? Est-ce que le Covid a mis des freins à tout ça? Parce que pour les éducateurs comme Mehdi, par exemple, des modules ont été annulés. Donc, tout ce qui était BMF, modules, etc., tout était annulé. Mais vous avez continué déjà ou pas votre BE? Le BEF, exactement. Brevet d'éducateur fédéral, pour avoir les bons termes. Vas-y, Mika, qui est une référence du BE. Le mentor de la promo, c'est toi. Oui, au moins. Il vise la première place. Hein. C'est comme ça. Exactement. Toujours. On m'a dit qu'Andrea Pirlo, au même niveau, c'était moins bon, quoi. Ouais, exactement. C'est pareil, ouais. Et pourtant, c'est pas faute que Guerrero essaye de me mettre en difficulté, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à me faire tomber. J'y arrive pas, moi. Ce qui m'intéresse, c'est que le terrain. Après, c'est pas grave la formation. Et du coup, ce BE, comment ça se passe, Mika? Vous avez continué ou pas? Mais ce BE, ça se passe exactement comme on est en train de se brancher avec Thomas. Non, nous, on a réussi. On est une formation professionnelle. Donc on a eu la chance de pouvoir se revoir et de continuer. On n'a eu qu'une semaine qui s'est passée exclusivement de façon virtuelle où on a fait en visio. Mais sinon, on a eu la chance
en fait, ce qu'il y a, ce qui s'est passé pour nous, en fait, c'est complètement ce qui se passe pour la société. C'est-à-dire que tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut, réellement, et on joue avec la règle. Donc, nous, on a fait partie des privilégiés avec Thomas, où on a pu continuer à être en formation, à se retrouver tous ensemble. Donc, bien sûr, avec les gestes barrières et tout ça, mais après, à se retrouver aussi sur le terrain, pouvoir mettre en place aussi la pratique, parce qu'on est des coachs, donc il faut aussi quand même pouvoir mettre nos exercices en pratique, alors qu'en club, on peut pas. Aussi, je préfère quand même le signaler, parce que même si après dans nos clubs on fait ce qu'on veut, hein, faut être honnête, hein, et que les communes font aussi ce qu'elles veulent pour accepter ou interdire la pratique, ça faisait du bien parce qu'on a pu y être, parce on a pu continuer à échanger beaucoup, de pouvoir aussi exécuter ce que l'on mettait en place de façon théorique, même si on a fait beaucoup de théorie à mon sens pour peu de pratique, mais je trouve qu'après, nous, au niveau de la région… Mais à cause du Covid, ça, ou pas? Oui, à cause du Covid, on a été obligé de faire beaucoup de théorie, parce que par rapport à des séances qu'on essaie de mettre en place, mais je trouve que nous, au niveau de la région, on a quand même des très bons formateurs. Il faut aussi insister là-dessus, qui ont su s'adapter, comme des coachs, comme toute personne qui doit s'adapter à une situation, on va dire, délicate, et ils ont su s'adapter, nous mettre en place un autre programme, une autre façon de voir, nous proposer d'autres choses. Donc réellement, après, s'il y a un point positif pour nous pour cette saison avec Thomas, c'est quand même, voilà, en plus, on va dire, des 3 mois gagnés sur la saison prochaine par rapport au groupe, c'est aussi quand même cette formation qu'on a pu faire pleinement et qu'on a pu, on va dire, continuer à mettre en place. Parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui fait tout au dernier moment. Réellement, Ah ouais. Réellement, Thomas, il me brache assez sur ça. Réellement, voilà, ça me permet d'avoir un peu plus de temps et de me concentrer là-dessus. Après, voilà, c'est une super aventure humaine à vivre et c'est un super moment de réflexion sur soi-même, sur sa vision de coach. Ouais, parce que bon, le BEF, brevet d'éducateur fédéral, et vous avez 6 semaines, si je ne dis pas de bêtises, de formation à Castelmourou à faire. Mais il y a des gens comme vous qui ne sont pas forcément passés par des parcours professionnels, mais il y a des anciens pros. Si je ne dis pas de bêtises, il y a du Henri Bédimo, un ancien Toulousain quand même, champion de SEC Montpellier. On a du Cédric Barbosa aussi. Enfin, il y a quand même des anciens mecs qui ont été là. Cédric Forêt aussi qu'on a reçu dans la feuille de match. Donc, il y a quand même des anciens mecs qui ont eu un haut niveau. Donc, on ne parle pas d'un petit diplôme. Est-ce que pour vous, ce type de formation, et là, je vais aller un peu plus loin, est-ce qu'il est, comment dire, bénéfique pour vous ou pas? Ou peut-être qu'il y a une réflexion, parce qu'on parle souvent aussi de coaching un peu, entre guillemets, à la française, qu'on ne laisse pas assez faire certains coachs, que si on n'est pas issu du milieu pro, on ne peut pas non plus entraîner à un plus haut niveau. Est-ce que vous le ressentez, vous, dans ce diplôme, ou pas du tout? Franchement, je pense que c'est en train d'être modifié, ça. Parce que on le voit actuellement, et c'est très bien, il y a des pays, notamment l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, qui ont d'autres formes de formation. Et je pense que la Fédé est en train de modifier ça. Et la preuve en est, j'ai vu une session là de BEPF, donc qui est le diplôme 2 niveaux au-dessus, donc professionnel pour entraîner qu'en Ligue 1, Ligue 2 et nationale. Et il y a que des mecs qui sortent de la N2, donc que des coachs qui sortent de la N2. Donc ça veut dire, et quasiment pas d'anciens pros. Donc ça veut dire que la Fédé est en train de se rendre compte que c'est pas forcément en étant pro que on est un bon coach. Par contre, il peut avoir des anciens pros qui peuvent être de très bons coachs parce que d'une, ils ont l'expérience, donc du jeu. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ils ont l'expérience du rythme aussi. Donc je pense que c'est quand même plus simple pour s'adapter. Après, il y a toujours une histoire de compromis à avoir. Parce que il y a des pays où il y a des gens. Alors on parle souvent de Mourinho, Nagelsmann, mais c'est des mecs qui ont été quand même dans le milieu en Ligue 2, en national. Enfin, c'était quand même des joueurs de foot. Voilà, c'est pas des mecs qui tapaient le ballon dimanche après-midi en Détroit. Donc faut faire attention à ce qui se dit. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des privilèges pour les anciens pros. Il y a un plafond de verre en France quand même. Je l'entends ce que tu dis, mais il y a un gros plafond de verre en France quand même. Mais je pense que c'est en train d'être modifié. Après, oui, pour les clubs pro, inévitablement, l'image, elle est très importante. Donc, c'est sûr qu'ils vont plus appeler un ancien pro et un mec notamment du club que Tartampion. Ça, c'est dommage. Voilà, ça, c'est dommage. Par contre, il y a des bons exemples.
Et je pense que aller déjà entraîner jusqu'en N2, N3, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, parce qu'il faut quand même un certain niveau. Et les anciens pros que tu citais tout à l'heure, ben, ils sont en train de se rendre compte parce que avoir été pro, c'est une chose, mais être un coach, c'est encore autre chose. Donc, après, les places sont chères, de plus en plus chères, parce qu'il n'y a pas de plus en plus de clubs, mais il y a de plus en plus de coachs diplômés. Donc, après, c'est des formations très sincèrement de bon niveau, voire même de haut niveau, et notamment dans la région, parce que ben, il y a des garçons comme Damien Perkis, qui a été quand même un joueur de très haut niveau, et qui est venu passer la formation ici en Occitanie et qui aurait pu la passer sur la Ligue Méditerranée pour en avoir discuté avec lui. Et il est venu ici parce qu'il y a une qualité de formation qui est peut-être parmi les meilleures en France. Donc après c'est aller à Clairefontaine, aller au DES et là c'est encore un autre niveau. C'est encore un autre niveau. Donc après c'est franchement dur et je trouve que les critiques sur la formation à la française pour y être dedans, je trouve qu'elles sont un peu injustifiées. Par contre, il y a effectivement des pays où on prend l'exemple de Nagelsmann ou des coachs au Portugal, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la même formation de départ. On n'a pas la même Ils font culture. des études. Non, on n'a pas la même Déjà culture. la même culture. La France, Mais, déjà. mais n'a tu pas la vois, même culture. ils vont à la fac pour étudier le foot. En Ouais. France, si tu veux, c'est impossible. Donc, pour l'instant. Maintenant, ils essayent de… Voilà. Ça commence à se modifier. Après, on verra. Doucement, mais On verra sûrement. comment ça va se passer. Voilà. Karim, toi qui ambitionnes d'être au BE, ça te donne envie quand tu entends tout ça ou pas? Non, bien sûr, je suis preneur. Je suis preneur de tout ça. Ça me donne envie. Et puis, de côtoyer d'autres entraîneurs, d'autres visions des choses, tout ça, ça me donne envie. Puis j'ai besoin de me former parce que quand tu es joueur, tu penses qu'à toi. Et quand tu es éducateur, tu gères un groupe, tu gères des hommes. Et donc, voilà, c'est important, je trouve, de se former. Et puis, certes, c'est vrai qu'on critique un petit peu la formation à la française. Je pense qu'on forme quand même de bons éducateurs. Après, moi, j'ai côtoyé des éducateurs portugais. Et pour moi, c'est Éducateur ou le entraîneur? meilleur. Parce que des grands entraîneurs Entraîneur français portugais. formés en France, j'aimerais bien que vous me les citiez, les gars. Mais après, ça, Non, c'est je pense qu'on une autre a émission, là, de je pense. bons entraîneurs. Je pense Il y en a. qu'on a de bons entraîneurs, mais qu'on ne s'exporte pas. Après, voilà. J'ai eu des entraîneurs portugais, mais là où ils sont très, très, très forts, c'est qu'en fait, ils sont très forts psychologiquement, en fait. Moi, j'en ai eu. Ils te disent, avant d'entraîner, ils vont faire une année de psychologie parce qu'en fait, ils te disent, j'entraîne même pas un joueur, j'entraîne un homme. Et ils sont trop forts, en fait. Je te jure, avant un match, il est capable de te faire croire que tu es Rui Costa. Il te bouffe le cerveau. C'est qui était le point fort de Mourinho à une époque. Maintenant, il a du mal un petit peu avec les nouvelles générations parce qu'on a envie de jouer, hein. On n'a plus envie de défendre et de courir après le ballon. Donc voilà, mais après en France, on a quand même aussi des bons formateurs et je pense des bons coachs aussi. Donc voilà, il faut prendre un peu de tout le monde, je Mehdi, pense. Juste là-dessus, sur la formation d'entraîneur, je pense qu'effectivement, c'est en train de changer parce que ça a beaucoup gueulé. Et en fait, je pense que le souci, c'est pas de dire qu'on n'avait pas des bons coachs en France, mais que les bons coachs, et souvent qui venaient de milieux un peu différents et qui avaient joué à un moindre niveau, en fait, ils étaient en N2, ils étaient en N3, ils allaient jusqu'en national. Et maintenant, ils commencent peut-être à avoir accès au niveau au-dessus. Ça va s'ouvrir peut-être petit à petit et ça va s'ouvrir pour eux, quoi. Et le souci, c'est que c'était fermé, en gros, l'élite aux anciens pros. C'était toujours les mêmes qui tournaient et c'était un peu, voilà, c'était juste de l'entre-soi. Et à mon avis, c'est en train de changer. On voit de nouveaux visages au niveau professionnel. Francaise à Lens, tout ça, là. Et je pense qu'on va effectivement dans le bon sens parce que ça a été tellement loin et ça a tellement gueulé qu'ils sont obligés de faire bouger les choses et d'ouvrir, quoi, tout simplement, parce qu'il y a de la compétence dans les divisions en dessous, quoi. ouais, totalement. Et Mehdi, on s'est plaint un peu de la FFF, mais bon, comme tu me l'as dit dans le chat privé, là, il y a quand même Noël Le Graët qui a été réélu, qui a été réélu à la tête. Bon. Oui, parce qu'on s'en plaint tous de la FFF et pourtant c'est des gens au-dessus de nous, on aurait élu le même, quoi. Voilà. Ouais, après, il y a quand même du lobbying aussi. Après, faut pas oublier, Ouais, je pense. Ouais. Après, comme moi, Thomas, il a dit des choses aussi tout à l'heure qui étaient quand même assez pertinentes. C'est aujourd'hui, quand tu entraînes une N2 ou une N3, en fonction du club où tu es, c'est comme dans le monde pro. Il faut pas l'oublier. Hein. Nous, on a eu des passages de certaines personnes qui sont venues, d'intervenants, qui nous parlaient de la N3 et de pas très loin, de Muret, où ils ont fait un GPS pour la N3.
Je sais que voilà, on en parle aussi avec d'autres. Donc, quand on voit tout le football venait et le football qu'il est aujourd'hui, ce qui se passe en Coupe de France, c'est pas pour rien non plus. C'est parce qu'ils sont gérés comme des clubs pros. Pour être honnête, c'est ce qui fait la différence. Et après, c'est là où il y aura un petit peu peut-être la cassure. C'est que voilà, l'aspect financier prendra le pas aussi sur le football amateur et que ce qu'on est en train de vivre avec Thomas, c'est de la professionnalisation. C'est-à-dire qu'il souhaite que les clubs amateurs deviennent professionnels. Tout à l'heure, il parlait de la Ligue 3. Quand il parle de la Ligue 3, en fait, c'est juste qu'en fait, on va faire un petit peu l'entonnoir. C'est-à-dire qu'il y aura moins de clubs en Ligue 1, moins de clubs en Ligue 2, peut-être moins de clubs en Ligue 3, parce qu'il apparaît ça. Et puis après, il y aura de moins en moins de clubs. Et que je pense que on va dire les districts vont avoir un peu plus de poids au niveau du football amateur et devront gérer des licenciés beaucoup plus importants. Et puis ensuite, ça passera sur la région qui devra être capable de faire cette transition entre football amateur et football semi-professionnel pour ensuite accompagner autant les formateurs que les entraîneurs, que les joueurs vers le football professionnel. Parce qu'on le voit, nous, aujourd'hui, sur le Café de Mourou, quand on voit les installations, on s'en est un petit peu plein avec Thomas et tous ceux de la formation, parce qu'on est quand même sur presque l'excellence au niveau de la région, et c'est pas de l'excellence au niveau des infrastructures. Même s'ils ont fait beaucoup d'efforts avec les créations de terrains synthétiques. Mais voilà, je pense qu'on est plutôt là-dessus. On est en train d'avoir un entonnoir qui est en train de se mettre en place. Et après, c'est à nous de se saisir des bonnes opportunités et des bonnes formations pour pouvoir aller faire autre chose. Et puis, comme il a dit aussi Thomas, ailleurs, ils étudient le foot. Et tu le sais, Camille, on en parle aussi. Il n'y a pas de la culture football réellement en France, mais on change. Je pense qu'on change. Après, ça prend du temps pour changer les choses. Et surtout en France, avec tous ces problèmes administratifs que l'on connaît et tous ces problèmes de paperasse. Et puis, c'est à vous, les jeunes futurs coachs, de faire changer aussi le mouvement, messieurs. Parce que c'est des nouvelles générations aussi. Donc, à vous de monter en grade et de nous ouvrir la voie. Moi, j'attends que Thomas monte un Mon rêve, c'est de voir Guerrero au DES quand même. Oh là là. Si un jour tu me vois au DES, Thomas, c'est que vraiment, je gagne ma vie grâce au foot. Oh putain, c'est mon rêve. Franchement, c'est mon rêve. Un jour, si j'ai un gros club, je t'appelle. Guerrero. Franchement. J'espère pour toi. Mais par contre, après, tu sais que moi, c'est le CRS de la promo. Hein? T'oublies Jus quand même. T'oublies Judiès quand même. Qui? Ah oui, c'est vrai. Bah, allez, messieurs, on va clôturer cette belle émission. On a essayé de donner la parole à tout le monde, à la FSGT et à la FFF. Merci Karim, merci Thomas, merci Mickaël, merci Mehdi, Vincent, Nathan et Maxime. Qu'est-ce qu'on souhaite à vos clubs respectifs? Peut-être de retrouver les terrains et la compétition, non? Clairement. C'est ça. Oui, voilà. Du football. Ouais, parfait, ouais. La santé pour tout le monde. Du football. Bon, du coup, j'ai bien compris, il faut que je donne le numéro de Mehdi à tout le monde pour qu'il fasse exploser les clubs. Et surtout, il faut que tu viennes le jour où il y aura un match amical Porté Cugno, ou Cugno Porté. Ouais, ben, je m'engage. Sachant que ça ne sera pas un match amical. Hein. Je m'engage. Écoute, je m'engage à venir le commenter, Thomas. Ah putain, tu pourras venir. Parce que je m'engage. Ah oui. Messieurs, un grand merci à vous d'avoir participé à ce format un peu spécial. On a essayé de vous donner la parole. J'espère que vous avez pu exprimer tout ce que vous voulez, que ça vous a plu. On se retrouve sur le bord des terrains parce que le foot amateur, c'est ce qui se passe aussi un peu partout. Les difficultés, on n'en a peut-être pas assez parlé. On a essayé de mettre en lumière un petit peu tout ça. Vous retrouvez bien sûr l'émission traditionnelle et classique puisqu'on lance le sprint final. Vincent, tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur le sprint final avec la F2M Toulouse parce que le TEF lance son sprint pour la montée. Hein. Mais concrètement, tous les matchs en semaine qui auront lieu, il y aura un débrief juste après en direct et il y aura aussi l'émission classique le mardi soir à 20h. On prépare quand même une surprise pour la dernière, pour la montée à Dunkerque. Donc restez connectés, il n'y a rien d'informations. On ne sait pas encore si on monte à Dunkerque ou sur Fufu d'émission, mais dans l'idée, il y aura une surprise. Il y aura une surprise. Messieurs, un grand merci à tous. Bonne fin de semaine. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Ciao, merci.